Merci beaucoup Jean-Claude pour cette présentation et je tiens aussi à remercier très chaleureusement Sophie-Jeanne et Christian pour l'initiative de ce beau colloque ainsi que toutes les personnes qui les ont assistés dans l'organisation et en particulier Mathilde Debois pour son efficacité et sa réactivité. Depuis ce matin, nous avons entendu des conférences magistrales qui ont soulevé des enjeux extrêmement importants, qui ont proposé des traversées de très ample envergure dans l'œuvre de Heidegger. Alors, le style de mon exposé sera un peu différent par rapport à ces conférences, dans la mesure où je pose une question de définition, de délimitation conceptuelle assez circonscrite dans sa portée, comme le titre l'indique déjà. Que veut dire Ermächtigung? Dans son article sur la pseudo-concrétude de la philosophie de Heidegger, paru en 1948, Günther Anders lançait contre l'auteur d'être et temps le soupçon malicieux selon lequel l'astuce de Heidegger consiste à refondre toute Possibilitas en Potestas, toute Möglichkeit en Macht. Ma contribution d'aujourd'hui a le but modeste de mettre à l'épreuve cette assertion en examinant la remarquable émergence dans les années 30 de la thématique de l'Ermächtigung, ou montée en puissance. Je justifierai un peu plus loin ce choix de traduction, notamment sous la forme particulière d'une Ermächtigung des Seins. S'agit-il, avec cette expression, de la rémanence patente d'une conception de l'être comme puissance, comme Macht? L'Ermächtigung va-t-elle toujours et nécessairement ensemble avec une conception métaphysique de l'être comme volonté de puissance? Peut-elle, sinon, recevoir une signification positive dans la pensée de l'autre commencement, ou bien son sens sera-t-il toujours nécessairement péjoratif et négatif? Une question connexe par rapport à ces différentes interrogations est celle de savoir si l'Ermächtigung se confond simplement avec la possibilisation, avec l'Ermöglichung, comme le suggèrent certains passages, et comme le suggère aussi dans un autre registre, le fait de rendre le terme par potentialisation, comme le fait Alain Bouteau dans sa traduction du cours sur Platon de 1932. Choix de traduction qui a aussi l'inconvénient, me semble-t-il, de suggérer quelque chose comme une déréalisation, alors que le plus souvent les textes font penser à une montée en puissance qui est indissolublement montée en réalité ou en effectivité. Pourquoi traduire dès lors, comme je le propose, Ermächtigung par montée en puissance? Les propositions alternatives faites par Christian Sommer, par exemple, qui traduit le terme par donation du pouvoir, ou par Jean Violac, qui, dans la logique totalitaire, propose pour sa part de le rendre par attribution de plein pouvoir, présente à mes yeux l'inconvénient de laisser supposer qu'il y a nécessairement une instance extérieure qui donne ou attribue le plein pouvoir, là où l'allemand, en jouant sur l'ambiguïté du génitif, permet au contraire de concevoir aussi que ce qui est ermächtig monte en puissance lui-même à partir de lui-même. C'est le cas, par exemple, lorsqu'il s'agit de l'Ermächtigung de l'être, de la puissance elle-même ou bien de la Machenschaft. Pour éviter donc de scinder l'Ermächtigung entre, pour ainsi dire, un donateur et un donateur de pouvoir, et pour rendre de manière plus littérale la racine Macht, je propose pour ma part de traduire le terme par montée en puissance, même si cette proposition ne convient pas à tous les contextes, et même si dans certains contextes où Heidegger mobilise très explicitement la parenté entre Ermächtigung et Macht, il peut être requis de se tourner vers les autres choix de traduction évoqués. Mais laissons de côté ces considérations philologiques sur l'émergence et l'évolution d'un vocabulaire philosophique. Quel est l'intérêt proprement dit de cette thématique de l'Ermächtigung? À mes yeux, il réside de prime abord dans le fait de permettre d'identifier
une tension irréductible entre deux mouvements qui déterminent la place du possible dans la pensée de l'être. Ces deux mouvements, de sens contraire en quelque sorte, sont la montée en puissance et le désir amoureux, le Mögen, et ils gravitent chacun autour d'un pôle différent, à savoir la Macht et la Stille Kraft des Möglichen. Ces deux figures du possible, la puissance et la force tranquille du possible, ne se réduiraient ainsi pas à un critère de démarcation entre la métaphysique et la pensée de l'autre commencement, mais exprimeraient en outre une tension inhérente à la pensée de l'être elle-même. En effet, d'une part, par l'identification de l'être à la force tranquille du possible, compris comme amour désirant, Mögen, qu'opère explicitement dans les années 40 la lettre sur l'humanisme, mais qui se trouve déjà préfigurée dans les années 30, par exemple dans les Beiträge, le possible de l'être est soigneusement distingué du possible comme pouvoir, comme posse, potestas, et la force tranquille du possible apparaît comme une alternative à la puissance qui domine de part en part la métaphysique. De même que le vouloir désirant du Mögen, le vouloir bien ou la benevolentia, comme on a pu parfois traduire, peut servir à contrecarrer la volonté de puissance. Mais d'autre part, la puissance ne disparaît pas entièrement de la pensée de l'autre commencement, si bien que celle-ci est censée accomplir par ailleurs l'Allmächtigung de l'être. Une tension subsiste ainsi, il me semble, entre la Macht et la Stille Kraft des Möglichen, ce qui suggère non seulement que le Mögen n'arrive pas à chasser sans reste la puissance de la sphère du vouloir, mais aussi que la pensée de Heidegger a peut-être subi elle-même à un moment donné la tentation métaphysique de la Macht. D'où l'ambiguïté foncière de la thématique de l'Allmächtigung, qui sert à penser quelque chose que l'on promeut et l'on repousse à la fois selon les contextes, et qui est souvent accompagnée d'une pensée de son contraire, l'Entmächtigung ou l'Entmacht, c'est-à-dire l'affaiblissement, comme étant lui aussi à la fois souhaité et repoussé. Mais la question décisive, sans doute, à laquelle je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse et qui ne me semble pas d'une importance négligeable pour cerner l'actualité de la pensée de Heidegger, est bien sûr celle de savoir ce qu'il veut penser à travers l'Allmächtigung, c'est-à-dire en quel sens sa pensée consent à s'engager sur le chemin de la puissance. Il ne sera pas possible, je l'annonce déjà, de donner une réponse unique ou univoque à cette question, mais il importera d'indiquer dans quel cadre elle reçoit son sens. Pour tenter de répondre à ces différentes questions, je vais partir de quelques remarques à caractère plutôt historique. Le vocabulaire de l'Allmächtigung émerge et monte en puissance, je l'ai déjà dit, dans les années 30. Il n'y a ainsi pas d'occurrence du terme dans Sein und Zeit, dont Heidegger dira d'ailleurs dans le traité des Innung qu'il était dans l'incapacité d'apercevoir la surpuissance de l'être Kommachenschaft. Il faut néanmoins noter que l'ouvrage de 1927 fait un usage très particulier de la notion de puissance. D'une part, au paragraphe 58, l'analyse de l'être fautif ou de l'être en dette du Schuldigsein dépeint le Dasein comme foncièrement impuissant en raison de sa néantité, car être fondement, écrit Heidegger, signifie n'être jamais en possession de son être le plus propre, des eigensten Seins auf nie mächtig sein, plus littéralement ne pas avoir de pouvoir sur son être propre. Mais dans le contexte de la résolution devançante, Heidegger écrit aussi que l'être pour la mort libère la possibilité d'avoir l'existence du Dasein en sa puissance, der Existenz des Daseins mächtig zu werden. Je suis ici la traduction plus littérale de François Vezin. Emmanuel Martineau traduit pour sa part mächtig zu werden par s'emparer de l'existence. Et un peu plus loin, au sein de l'analyse de l'historialité, Heidegger note que le Dasein, en devançant, laisse la mort prendre pouvoir sur soi, das Dasein vorlaufend den Tod in sich mächtig werden lässt. Ces passages donnent l'impression que la conquête de l'existence propre de l'Eigentlichkeit peut être lue comme une montée en puissance du Dasein, ou du moins de l'être vers la mort authentique ou propre en lui.
Or, le cadre au sein duquel la référence à la puissance prend tout son sens n'est pas tant existentiel à proprement parler qu'ontologique. Nous en avons une préfiguration remarquable dans Être et Temps, au début du paragraphe 67, dans un passage à la fois célèbre et énigmatique où Heidegger écrit, je cite, l'origine ontologique de l'être et du Dasein n'est pas moindre que ce qui en jaillit, mais d'emblée, elle l'excède en puissance et tout jaillir dans le champ ontologique est dégénération. À la lumière de ce passage, il est sans doute possible de mettre en avant une compréhension de la montée en puissance comme ce qui vient contrecarrer cette dégénération ontologique, comme le mouvement de remontée qui vise à retrouver la puissance de l'origine. En tout cas, c'est une telle conception de l'Ermächtigung qui se trouvera, me semble-t-il, exprimée dans les cours sur Platon des années 30. Je fais cette précision chronologique car il est à remarquer que le terme ne figure pas, il me semble en tout cas, dans le cours sur le sophiste de 1924-25. En revanche, au début des années 30, dès le cours du semestre d'hiver 1931-32, l'Ermächtigung s'avère un outil conceptuel fondamental pour penser la surpuissance de l'idée de bien chez Platon et sa fonction particulière à l'égard des autres idées. L'idée la plus haute, lisons-nous au paragraphe 12 de ce cours, est ce qui fait monter en puissance, la montée en puissance en vue de l'être, dieses Ermächtigende, die Ermächtigung für das Sein. Je note en passant que dans ce contexte, Heidegger opère un raccourci remarquable entre la Macht et la Machenschaft, en affirmant toujours à propos de l'idée de bien qu'elle est préfiguration des causes, Vorzeichnung der Aitia, et il ajoute entre parenthèses der Macht, Machenschaft. Cela invite à comprendre la puissance comme étant toujours, selon son essence, une puissance causale ou causante, une puissance qui produit, qui fabrique, ce qui justifie à la fois le passage, le glissement de la Macht à la Machenschaft et une certaine ambiguïté irréductible de l'Ermächtigung, sur laquelle je reviendrai bien sûr. En outre, dans le cadre platonicien, celle-ci, on le voit, présuppose bien un donateur et un donataire du pouvoir. Ce rapport est non seulement celui entre le bien et les autres idées, mais même être idée, nous dit Heidegger, veut dire monter en puissance pour l'être ou donation du pouvoir en vue de l'être, Ermächtigung für Sein. Dans tous ces contextes, cependant, c'est la dynamis que Heidegger comprend en termes d'Ermächtigung. Il opère donc délibérément et sans hésitation le glissement de la Macht à l'Ermächtigung. Et en même temps, il écrit ce qu'est cette montée en puissance et comment elle advient. Cela est resté sans réponse jusqu'à nos jours. Non seulement est resté sans réponse, mais n'a plus jamais été interrogé dans le sens platonicien originel. Si la réflexion sur la signification de l'Ermächtigung atteint, comme on vient de le voir, un premier apogée dans un contexte platonicien, il faut cependant reconnaître, et c'est là une remarquable convergence, que son terreau d'éclosion est dans une égale mesure, voire davantage nietzschéen. C'est en effet la conception nietzschéenne de la puissance en tant que vouloir qui invite à saisir la Macht comme étant intrinsèquement Ermächtigung. Du déploiement de l'Ermächtigung à partir de la volonté de puissance, c'est le cours du semestre d'été 1939, publié dans les volumes sur Nietzsche, et repris au tome 47 de l'édition intégrale, qui fournit un des développements les plus importants. Nous y lisons par exemple, je cite, la volonté de puissance signifie la montée en puissance dans la surélévation de soi-même. Wille zur Macht heißt die Ermächtigung in die Überhöhung seiner selbst. L'être puissance, ou plutôt l'agir en tant que puissance de la puissance, das Machten der Macht, nous dit encore Heidegger en commentant Nietzsche, est monter en puissance vers plus de puissance, Ermächtigung zu mehr Macht. Mais la volonté de puissance ne reçoit pas la puissance de l'extérieur. Elle monte elle-même en puissance, sich zur Macht ermächtigt.
Cependant, comme l'affirme encore le cours sur Nietzsche, la volonté de puissance est la forme suprême de la fabrication. Comme l'affirme encore le cours sur Nietzsche, la volonté de puissance est la forme suprême de la fabrication ou machination, höchste Form der Machenschaft, il nous faut encore nous demander si la montée en puissance n'est pas indissolublement liée au règne de la technique et surtout analyser de plus près le sens de la Seinsermächtigung. Mais cela a-t-il un sens déjà de parler d'une montée en puissance de l'être? Bien plutôt, la mise en avant de la Mächtigung semble solidaire d'une certaine conception bien insuffisante de l'être, à savoir la réduction de l'être à l'effectivité, à comprendre comme effectuation et effectuabilité, comme production et productivité de l'étant. C'est ainsi finalement la proximité indissoluble entre le Machen et le Wirken qui s'exprimerait dans la Mächtigung. Heidegger écrit en 1940 dans le cours sur le nihilisme européen, publié dans Nietzsche 2, je cite, « C'est seulement à partir du moment où nous considérons l'étant quitté en tant qu'effectivité qu'apparaît la cohésion avec l'effectuation et la production, c'est-à-dire avec l'attribution de plein pouvoir à la puissance, Ermächtigung der Macht, en tant qu'essence de la volonté de puissance. » L'Ermächtigung semble ici toujours concerner en définitive l'étant et jamais l'être. Les contextes où Heidegger parle d'une montée en puissance de l'étant ou des puissances de l'étant, die Mächte des Seienden, sont en effet très nombreux. C'est par exemple le cas dans le cours de 1935 d'introduction à la métaphysique. Dans les traités d'histoire de l'être, la montée en puissance de l'étant dans sa totalité est saisie dans sa solidarité avec la domination de la Machenschaft. C'est cette solidarité qui déborde donc le cadre des interprétations platoniciennes et nietzschéennes et qui invite à cerner la signification de l'Ermächtigung dans la pensée de l'heure du commencement que je me propose d'analyser dans ce qui suit. Dans les années 30, l'Ermächtigungsgesetz du 24 mars 1933, ou loi de plein pouvoir adoptée par le Reichstag au profit de Hitler, ajoute incontestablement à cette thématique une connotation nouvelle dont il est difficile de faire abstraction. On a pu ainsi, et à juste titre, mettre la présence de cette thématique sous la plume de Heidegger en rapport avec le programme politique et académique dont témoigne son discours du rectorat. Je pense bien sûr à l'analyse de Christian Sommer dans Métapolitique de l'université, le programme platonicien de Heidegger. Le discours du rectorat du 27 mai 1933 exalte en effet les puissances Mächte du Dasein ou les puissances configuratrices de monde de l'être humain. Weltbildende Mächte des menschlichen Daseins. Pour ma part, je souhaite examiner ici non pas l'Ermächtigung de l'État, mais l'Ermächtigung de l'être et attirer encore l'attention sur quelques notations antérieures à l'événement historique qui a rattaché à cette notion des connotations tout à fait funestes, à savoir donc quelques notations qui se trouvent dans les projets pour le cours de l'été 1932 consacré à Anaximandre et Parménide et qui, malgré leur caractère elliptique et laconique, portent la trace d'une réflexion sur l'Ermächtigung de l'être qui est en même temps traversée par la question du mode d'être de l'homme. Ainsi, Heidegger peut lancer de manière très lapidaire les injonctions ou exclamations suivantes. Je cite « Existite ». Das heißt Seinsermächtigung, tout ça est suivi d'un point d'exclamation, Machtspruch, et là il y a même deux points d'exclamation. Nous voyons s'y formuler avec le premier impératif, notamment existite, un véritable impératif d'existence qui ne peut que nous rappeler évidemment les occurrences les plus remarquables de ce ton impératif sous la plume de Heidegger dans les années 20.
Tout d'abord, le fameux vers de Was du bist de Pindar et de Nietzsche, présent au paragraphe 31 des Traitants, mais aussi le Leben dich dein selbst, vie de manière vivante ton soi, formulé à partir d'Augustin, plutôt dans les années 20, ou encore la reprise tacite du Mensch werde wesentlich dans les années 20, dans les cours, mais aussi dans Sein und Zeit. En faisant ces rapprochements, nous ne pouvons cependant pas omettre de constater une différence importante. En 1932, l'impératif de l'existence est formulé au pluriel. Existite. Heidegger s'adresse-t-il de la sorte à ses étudiants ou bien au peuple lui-même? Quoi qu'il en soit, ainsi formulé, l'impératif ne ressemble sans doute plus tellement à l'interpellation de la voix de la conscience qui adresse au Dasein esselé l'appel à s'approprier son pouvoir-être. Mais encore plus remarquable sans doute que ce passage au pluriel est l'équivalence tacite qui est proposée entre l'impératif d'exister et la montée en puissance de l'être sur un ton tout aussi exclamatif. Est-ce à dire que dans l'existence et dans l'Ermächtigung de l'être s'exprime une même prétention ou droit à la puissance, Machtspruch? Difficile pour l'instant, en tout cas, de répondre à cette question qui fait néanmoins soupçonner que l'Ermächtigung n'est pas simplement l'outil conceptuel et l'opération de pensée de la métaphysique qui prépare le règne de la Markenschaft. Quelques pages plus loin, parmi ces mêmes notations qui accompagnent le cours de 1932, nous pouvons lire, je cite, « Montée en puissance de l'essence, ou plutôt du déploiement essentiel, Ermächtigung des Wesens, l'être se déploie, la montée en puissance advient, Sein Wesen, Ermächtigung geschieht. L'homme existe en propre, der Mensch existiert eigentlich. » Ces trois lignes concises et sobres ressemblent à un raisonnement quasi syllogistique qui rassemble différents fils de la pensée heideggerienne des années 20 et 30 autour de la montée en puissance. La question du déploiement essentiel et l'historial de l'être et la thématique de l'Eigentlichkeit comme existence propre. Le déploiement de l'être et l'existence en propre de l'homme se trouvent en effet reliés sous le signe de la montée en puissance. L'Ermächtigung semble ainsi fournir comme un dénominateur commun et un moyen terme entre l'eigentliche Existenz et la Wesung des Seins. Quel poids a-t-on cependant le droit d'accorder à ces notations rapides? L'expérience de l'être est-elle nécessairement l'expérience du pouvoir au sens d'un possé qui se mue aussitôt en potestas? C'est en ce point qu'il s'impose de préciser que Heidegger pense la montée en puissance comme nécessairement accompagnée par son revers qui est l'affaiblissement, l'Ermächtigung. Ainsi, dans un passage figurant dans l'appendice du cours de l'été 1933, nous pouvons lire ceci, je cite, « L'élan nécessaire de la question fondamentale est la question de l'être en tant qu'affaiblissement de l'être, die Seinsfrage als Entmächtigung des Seins. Le premier arrêt sur le chemin de l'affaiblissement passe par la montée en puissance de la fissuration. Das erste Aufhalten der Entmächtigung durch Ermächtigung der Zerklüftung. À ce dessein, une étape préparatoire est la destruction des modalités dont leur racine inaugurale, Aristote. » Et Heidegger renvoie dans ce passage que j'ai discuté ailleurs et sur lequel je ne vais pas revenir pour lui-même, aux Überlegungen 2, désormais paru au tome 94 de l'édition intégrale. Donc, et on voit, je vais simplement relever cette manière de mettre la question de l'être, la Seinsfrage, sous le signe d'un affaiblissement de l'être. Cependant, et c'est là une tension, une ambiguïté qui me semble importante, dans un autre passage du même appendice de 1933, la question de l'être semble se rapprocher non plus de l'affaiblissement, mais de la montée en puissance, et elle paraît se situer sous le signe d'une prétention ou d'un droit au pouvoir, Machtspruch, écrit Heidegger,
je cite, Die Grundfrage der Philosophie ist die Seinsfrage, Machtspruch, wodurch ermächtigt. L'inquiétant, en effet, serait que non seulement la question de l'étant, la question du pourquoi, comme le dira le cours d'introduction à la métaphysique, soit une question qui vise la domination ou qui élève une prétention de puissance, mais la question de l'être lui-même. La question décisive est dès lors celle de savoir si la pensée de l'autre commencement échappe à la logique métaphysique de la montée en puissance et parvient à penser l'être autrement. La problématique des modalités, et en particulier celle du possible, c'est déjà rencontrée dans les notations de 1933, est loin d'être étrangère à cette interrogation. Je cite en ce sens, sans m'y attarder, une insertion extrêmement dense de Zum Reichnisdenken, donc du tome 73 de l'édition intégrale, une insertion elle aussi assez ramassée, assez elliptique, Die Macht als Ermächtigung von Möglichkeit überhaupt, weit Ermächtigung des Seins. Donc la puissance en tant que montée en puissance de la possibilité en général, car montée en puissance de l'être. Un peu plus loin dans le même volume, Heidegger renvoie à nouveau aux Überlegungen 2 en donnant l'indication suivante, censée sans doute caractériser leur démarche. Je cite, essai de dépassement de la compréhension de l'être à travers la montée en puissance de l'être. Versuch der Überwindung des Seinsverständnisses durch Seinsermächtigung. Point d'exclamation à nouveau. Il nous faut donc surtout explorer ici ce premier cahier noir qui nous a été transmis, auquel on était déjà renvoyé plus haut, que sont les Überlegungen 2 de 1931. Il y est question, de façon remarquable et assez énigmatique, d'une chasse ou course de l'Ermächtigung. Jagd, course de la montée en puissance, et Jagd, dann beginnt, écrit Heidegger, die Jagd der Ermächtigung. Nous y retrouvons surtout la solidarité déjà repérée entre l'être, le déploiement essentiel, et l'homme ou le Dasein dans une démarcation encore repensée. C'est le cas de manière exemplaire dans une brève notation de ce cahier noir qui parle d'un projet pour le tout, ein Entwurf des Ganzen, et où Heidegger écrit, c'est quand il s'agit d'une notation qui paraît composée de 3 intitulés, de 3 titres, Die Befreiung zum Dasein, die Ermächtigung des Seins, die Wahrheit des Wesens. Mais quel serait ce projet au sein duquel la pensée de la montée en puissance de l'être occuperait visiblement une place tellement importante? Les Überlegungen 2 permettent de le comprendre, me semble-t-il, comme celui d'un nouveau dépassement de l'ontologie, manifestement solidaire de la pensée de l'autre commencement. L'ontologie, entre guillemets, l'ontologie classique donc, celle dont Sein und Zeit entreprend la destruction, nous dit Heidegger, ne connaît pas la question de l'être. Cependant, sa destruction n'est que la première étape de l'affaiblissement et la préparation du passage à la montée en puissance du déploiement essentiel. Das erste Aufhalten der Entmächtigung und Vorbereitung der Umwendung zur Ermächtigung des Wesens. Mais plus loin encore, la question de l'être n'est que l'avant-scène, Vordergrund, de la montée en puissance du déploiement essentiel. On a ainsi la confirmation que l'Ermächtigung désigne bien un pas supplémentaire par rapport à l'enquête ontologique fondamentale qui se déployait dans Être et Temps, ce qui est sans doute aussi une explication de son émergence postérieure dans les années 30. Dans cette perspective, la montée en puissance de l'être est le processus ou l'opération que la philosophie, quand elle devient pensée de l'être, l'autre commencement, se doit de laisser advenir et d'accompagner. Heidegger écrit ainsi, toujours dans ce même cahier noir, les énoncés transmis par la tradition sur l'être, il faut les transformer en questions. Ces questions, en tant que tourbillon, il faut les renvoyer vers la montée en puissance.
Mais ce mouvement reste ambigu et il n'est jamais entièrement clair, me semble-t-il, s'il vise à dépasser le règne de la Markenschaft ou s'il est au contraire à son service. Dans les mêmes pages des Überlegungen 2, en effet, Heidegger parle d'une assomption ou reprise Übernahme de l'étang dont et par la culture de la montée en puissance de l'être. Übernahme des Seienden in und durch die Zucht der Ermächtigung des Seins. Ces passages, auxquels on pourrait ajouter bien d'autres, suffisent à prouver, je crois, que l'Ermächtigung a bien une signification et une portée proprement ontologique, et donc que l'expression Ermächtigung des Seins peut recevoir un sens précis et rigoureux. Il faut cependant souligner que la montée en puissance, que les cahiers noirs mentionnent donc dans de très nombreux contextes, opère à des niveaux différents qui ne se laissent pas homogénéiser si aisément. J'ai déjà relevé le fait que l'Ermächtigung concerne également l'homme, ou plutôt l'être de l'homme. Dans un passage des Überlegungen 5, Heidegger va jusqu'à décrire la saisie de l'homme comme Dasein, cette transformation dont il dit ailleurs qu'elle pourrait accomplir la libération de la fabrication ou machination de l'étang, die Befreiung aus der Markenschaft des Seienden, en termes de montée de puissance, en parlant donc de l'Ermächtigung des Menschen. Mais la montée en puissance de l'homme paraît aussi, dans d'autres contextes, se trouver au service de la Markenschaft. Cette ambiguïté se fait encore plus grande lorsqu'il s'agit non plus de l'homme, mais du peuple. Les Überlegungen 12 évoquent bien une Ermächtigung der Natur und des Volkes pour dire que les pouvoirs du peuple sont les instruments de puissance de la fabrication ou machination, Machtmittel der Markenschaft. Autrement dit, écrit Heidegger à la fin des années 30, la nature, entre guillemets, et le peuple ne sont que des dispositifs de la Markenschaft où se joue et se consolide la montée en puissance de cette dernière. La tension ultime semble ainsi être celle entre la montée en puissance de l'être et la montée en puissance de la Markenschaft, et la question est celle de savoir s'il s'agit d'une seule et même Ermächtigung. Mais Heidegger insiste aussi beaucoup dans les cahiers noirs sur ce qui apparaît comme une décision préalable, sur le risque ou le pari de la décision entre la domination de l'étang et la souveraineté de l'être. Das Wagnis der Entscheidung zwischen der Vormacht des Seienden und der Herrschaft des Seins, de l'être, plutôt Sein avec Y. En mettant ce faisant en opposition la montée en puissance de l'étang et celle de l'être. C'est ainsi d'abord sur la toile de fond de la différence ontologique qu'il faut lire la tension entre l'être et la Markenschaft, dans la mesure où la domination de l'étang, comme domination de la fabrication ou de la machination, participe d'un même oubli de l'être, et c'est sur cette même toile de fond de la différence ontologique que se dessine ce que Heidegger appelle la tempête de la décision entre l'être sans efficience et le primat de la Markenschaft de l'étang, Sturm der Entscheidung zwischen dem wirkungsfreien Sein est und dem Vorrang der Markenschaft. Incontestablement, il s'agit d'une décision dans laquelle se joue la vérité de l'être lui-même, et c'est pourquoi cette décision est aussi celle entre la domination de la Markenschaft et la souveraineté de l'Ereignis. Entscheidung zwischen der Vormacht der Markenschaft und der Herrschaft des Ereignisses. Les Beiträge zur Philosophie, dans le fragment 213, dans l'un des rares passages où figure le terme d'Ermächtigung, vont ainsi jusqu'à parler d'une montée en puissance de l'être, ou Est, Sein avec Y, comme Ereignis, Ermächtigung des Seins selbst als Ereignis. Qu'il s'agisse de celle de l'être, de l'étang ou de la Markenschaft, de celle de l'homme ou de celle du peuple, la montée en puissance n'est donc jamais neutre, mais engage une décision dont dépend le destin de l'être et qui peut infléchir celui-ci, une décision dont les conséquences sont à la fois historiales et planétaires, ontologiques, économiques ou politiques.
Elle désigne à la fois, et c'est là l'une de ses ultimes ambiguïtés, un événement qui a lieu dans l'histoire de l'être et une opération de la philosophie ou de la poésie, ou bien encore de la pensée de l'être, fût-elle ontologie ou pensée de l'autre commencement, opération à portée quasi méthodique dont le propre est de produire comme un changement de niveau, un tournant, une inversion. L'Ermächtigung est bien en ce sens un opérateur de discontinuité. L'on peut donc sans doute affirmer de la montée en puissance ce que Heidegger, dans le Camille noir, dit dans la Machenschaft en tant que force prise dans son Ermächtigung inconditionnée, à savoir qu'elle invite à réfléchir à une décision essentielle dans l'histoire occidentale de l'être. Et si elle relève d'une décision, c'est là un signe, un indice que l'on aurait sans doute tort de l'interpréter comme un processus aveugle ou obscur devant lequel le penseur se trouve entièrement démuni. Afin de compléter cette conclusion provisoire, je voudrais m'arrêter néanmoins dans les minutes qui me restent sur la signification et les résonances politiques de la thématique de l'Ermächtigung. Dans les cahiers noirs, plus précisément dans les Überlegungen 15 du début des années 40, Heidegger propose un équivalent politique bien surprenant de la montée en puissance de la Machenschaft, à savoir le socialisme soviétique. Il décrit ce dernier comme étant, je cite, le système de l'Ermächtigung inconditionnée de la puissance, dans lequel la technique se voit assigner son lieu métaphysique définitif. Et donc, comme je cite encore, un pas essentiel de l'accomplissement de la métaphysique comme fabrication ou machination. Comment expliquer cette identification politique du règne de la Machenschaft au socialisme? Elle requiert, je crois, d'examiner de plus près un dernier contexte dans lequel l'Ermächtigung intervient de manière décisive, à savoir celui du travail, de la technique et de la production, triade conceptuelle qui figure cette année en France au programme de l'agrégation de philosophie. À cette fin, je quitterai pour finir l'espace des cahiers noirs et je m'appuierai plutôt sur le volume 76 de la Gesamtausgabe, déjà évoqué aujourd'hui, non pas toutefois sur les développements portant sur la science, mais sur ceux portant sur la technique. Le style des passages sur lesquels je souhaite attirer l'attention est encore une fois plutôt elliptique. Ainsi, à un endroit où il relie la technique à l'abandon de l'être, à la Seinsverlassenheit, Heidegger écrit, je cite, « Technique et perte dans les temps abandonnée par l'être ». Et il ajoute entre parenthèses, « L'assaut de l'étant dans sa totalité comme défense de la montée en puissance du sujet en tant que tel. Angriff auf das Seiende im Ganzen als Verteidigung der Ermächtigung des Subjektes als solchen. » Bien sûr, la montée en puissance du sujet n'est pas reliée par hasard à la prise sur la totalité de l'étang à laquelle prétend la technique. Tout cela est intimement connecté au sein du destin commun à la métaphysique et à la science moderne. Mais plus fondamentalement encore, c'est le règne de la technique elle-même qui relève d'une montée en puissance, selon une caractérisation remarquable que nous lisons au tome 76, je cite la page 127. La technique est la montée en puissance de l'efficacité de l'effectif comme quelque chose d'objectif au service du relâchement de la puissance qui est celle de la non-essence de l'être dans son caractère inconditionnel. Celui-ci est à comprendre comme Machenschaft. Die Technik ist die unbedingt lenkbare Ermächtigung der Wirksamkeit des Wirklichen als eines Gegenständlichen im Dienste der Loslassung der Macht als des Unwesens des Seins in seiner Unbedingtheit. Diese ist zu begreifen als die Machenschaft. Cependant, en tant que montée en puissance débridée de la puissance elle-même, en tant que machination cachée, la technique recèle malgré tout une vérité de l'être, à savoir celle de l'objectivité inconditionnelle. Je cite, de l'objectivité de la subjectivité inconditionnelle de l'anthropologie moderne. Ce qui est remarquable dans ces passages incontestablement ardus
malgré une oscillation conceptuelle et une relative indistinction entre le vocabulaire de la puissance et celui de la force, c'est la connexion manifeste qui se trouve établie entre la montée en puissance de l'être dans la Machenschaft et la transposition de l'homme dans la subjectivité. Il est ainsi explicitement question du fait que le sujet monte en puissance par lui-même dans la montée en puissance de la Machenschaft. Heidegger parle ainsi das sich Ermächtigende des Subjektums in der Ermächtigung der Machenschaft. On voit ainsi, me semble-t-il, la connotation négative de la montée en puissance atteindre son apogée dans ce contexte de réflexion sur le lien entre technique et fabrication ou machination. Je cite la page 297 du tome 76. La technique, du fait de la montée en puissance de la fabrication en elle, est le dispositif de l'abandon de l'étang par l'être et par la dévalorisation, déterrestrisation, déshumanisation et dédivinisation de l'étang. Die Technik ist, weil Ermächtigung der Machenschaft in sich, die Einrichtung der Seinsverlassenheit des Seienden und damit Entwertung, Enterdung, Entmenschung, Entgötterung des Seienden. Il est frappant de constater en outre à quel point ce regard sur la technique est proche de celui que l'on trouve dans certaines analyses consacrées à Ernst Jung au tome 90 de la Gesamtausgabe, où non seulement la montée en puissance sous le signe de laquelle se trouve la Machenschaft est également rapportée à l'avènement de la subjectivité, mais le travail lui-même, que Heidegger pense de manière critique dans le sillage de Junger, participe de ce processus de montée en puissance de la machination. Je cite le tome 90, Junger comprend les temps dans son ensemble comme effectif, et l'effectivité comme puissance et travail, et le rapport à elle a le sens d'une montée en puissance. C'est un raccourci remarquable que nous voyons s'opérer ici entre la puissance, l'effectif et le travail lui-même, raccourci au terme duquel le penseur du travail qui est Junger apparaît en creux comme penseur de la montée en puissance de la Machenschaft. Dans un autre passage, Heidegger identifie le travail, la mobilisation et la montée en puissance de la Macht en tant que créatrice de dispositifs, Einrichtende, et il faut aussi noter que cette façon de considérer le travail à travers le prisme de la montée en puissance est également présente dans les cahiers noirs, par exemple dans des notations des Überlegungen 3 qui remontent à 1932. Dès lors, ainsi ressaisi, le travail ne peut produire qu'un semblant de liberté, il n'est qu'un asservissement dans la pure Ermächtigung de la puissance, dans la mesure où il est simplement Machtvollzug, cet accomplissement de la puissance se trouve identifié à l'effectuation du caractère total du travail. De même, la mobilisation totale qu'a pensé Junger dans les années 30 est reconduite par Heidegger au processus fondamental de l'Ermächtigung de la puissance. De la puissance de l'homme à son accaparement par les machines et à la montée en puissance de la machination, l'écart devient ainsi, au terme de ces analyses, presque imperceptible. Pour compléter maintenant très brièvement ma conclusion provisoire, je dirais simplement que tous ces passages où la montée en puissance est mobilisée pour décrire la technique et le travail dans l'horizon commun de la Machenschaft font douter, une fois de plus, me semble-t-il, de la possibilité de soustraire véritablement la pensée de l'Ermächtigung au règne d'une puissance qui s'affirme comme machination ou fabrication et d'y voir la figure ou l'annonce d'un autre événement, d'un événement futur et radicalement autre de l'histoire de l'être. Or, plus la montée en puissance se dévoile comme le propre de la machination, plus elle s'avère mal adaptée pour exprimer l'être dans la pensée de l'autre commencement et pour être l'outil conceptuel d'un nouveau tournant, ce qui explique sans doute dans une certaine mesure l'éclipse de ce vocabulaire à partir des années 40 et après.
Si, comme le disent les Beiträge, je cite dans l'être, je cite de mémoire plutôt, dans l'être réside comme sa fissure la plus profonde le possible, et si c'est comme possible que l'être doit être pensé dans la pensée du nouveau commencement, la montée en puissance semble, et je retrouve ainsi l'attention que je repérais au début de mon exposé, peu appropriée pour penser la force tranquille du possible. Et c'est une tâche insigne pour la pensée du possible dans l'autre commencement, il me semble, de se situer par-delà puissance et impuissance, jenseits von Macht und ohne Macht. Merci de votre attention.